Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au sommaire, aujourd'hui, les conditions de travail déterminent-elles l'apparition de cancer? C'est en tout cas la thèse de Christine Barulle, une jeune chercheuse qui vient d'être distinguée parmi les 35 femmes du prix Jeunes Talents de la Fondation L'Oréal et de l'UNESCO. Son portrait, c'est à suivre. Son portrait, évidemment, il est là, en plateau, avec lui-même, Guillaume Gralet. Guillaume Gralet qui a une idée derrière la tech. Aujourd'hui, Guillaume, avec toi, on va parler du crypto-crash après la chute de la plateforme FTX. Tu nous diras s'il faut brûler nos wallets ou s'il faut tout de même raison garder. Oui, on va surtout s'intéresser à un personnage haut en couleur, Sam Bankman-Fried, SBF, pour ceux qui le connaissent. Pour les intimes. Qui a fait énormément de choses. Alors, il a peut-être été trop loin, trop vite. On va voir s'il faut vraiment abandonner la blockchain ou pas, Marjorie, tout à l'heure. Et on en parle évidemment avec toi, GG, pour les intimes, comme Guillaume Gralet. Au sommaire de notre Club Actu, aujourd'hui, ce jeudi, en première partie, les mineurs ont-ils droit à une vie privée en ligne? Dans la foulée de la journée des droits de l'enfant, les plateformes sociales mettent à jour leur système de protection des mineurs, des utilisateurs et des utilisatrices de moins de 18 ans qui ont trop longtemps été délaissés par Meta, TikTok ou encore Snapchat. Alors ces plateformes ont-elles de bonnes intentions et surtout faut-il les croire? On en parle dans un instant. Et puis en deuxième partie, Black Friday, la grand-messe de la conso est-elle dite? Emportée des États-Unis il y a 10 ans, ce vendredi fou pousse à la surconsommation, notamment dans l'habillement et l'électronique. Alors comment rendre le Black Friday plus green et surtout est-il devenu une aberration écologique? On en parle évidemment avec nos invités du jour. Un habitué du club, Ridwan Abagri, fondateur de Digital et Metaverse Collège. Bonjour à toi. Bonjour Marjorie. Et en duplex, un nouvel entrant, Arthur Grimont-Pont, auteur de Algocratie, vivre libre à l'heure des algorithmes. C'est toujours chez Actes Sud, ingénieur spécialisé dans les enjeux de transition face aux crises écologiques. Hello à toi Arthur. Bonjour Marjorie. Mais d'abord, focus. Début octobre 2022, 35 femmes ont été distinguées par le prix Jeunes Talents remis par la Fondation L'Oréal et l'UNESCO. Aujourd'hui, on fait un focus sur l'une d'entre elles, Christine Barulle. Cette chercheuse pleine d'espoir étudie les éventuels liens de causalité entre les conditions de travail et l'apparition de cancer. Son portrait signé Xavier Terrat, c'est tout de suite. Peux-tu te présenter déjà? Je m'appelle Christine Barulle et je suis chercheuse en épidémiologie, particulièrement en santé au travail, et je suis basée à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Christine Barulle fait partie des 35 femmes à avoir reçu le prix Jeunes Talents 2022, remis par la Fondation L'Oréal et l'UNESCO. Elle a été récompensée pour son étude baptisée Exposition professionnelle et cancer, du rôle individuel des expositions vers l'effet cocktail et l'exposome professionnel. Alors mes intérêts de recherche concrètement, c'est de savoir si les conditions de travail vont provoquer plus tard l'apparition d'un cancer ou favoriser le développement du cancer. Cette chercheuse, qui évolue au sein de l'équipe d'épidémiologie en santé au travail et ergonomie sur le site Antilles en Guadeloupe, a d'abord fait un premier post-doctorat au Québec lors duquel elle a étudié le rôle du travail de nuit et de certaines expositions chimiques dans la survenue du cancer de la prostate. Sa thèse portait sur l'exposition professionnelle aux solvants et le risque de cancer des voies aérodigestives supérieures. Les recherches essentielles d'une post-doctorante qu'on a parfois cherché à mettre de côté, notamment à cause de sa vie privée. Mais il n'était pas question pour elle de laisser tomber. Par rapport au moment où j'ai décidé de faire un enfant, ça n'a pas été très apprécié de certains collaborateurs. Mais en fait, j'ai tout contourné. Et puis j'aimais surtout ce que je faisais. Je suis passionnée par mon métier. Et donc... Une femme donc passionnée par son métier qui cultive l'espoir d'améliorer la santé en milieu professionnel. Désormais devenue une femme inspirante, Christine Barulle s'est construite avec des modèles qui prouvent qu'elle ne compte pas s'arrêter là. Oui, alors j'en ai plusieurs. Actuellement, c'est Michelle Obama. Il y a quelque chose qu'elle dit que j'aime beaucoup. Elle dit l'échec, c'est d'abord un sentiment avant d'être une réalité. Et ça, pour moi, quand tu as compris ça, tu as tout gagné. Celle qui a pour le moment gagné le prix L'Oréal, avant, elle veut y croire d'autres victoires futures dans le domaine de la santé et persuadée que la confiance en soi est la clé du succès. Et on continuera à découvrir ces portraits de scientifiques incroyables primés par le prix Jeunes Talents de la Fondation L'Oréal et de l'UNESCO dans d'autres épisodes de l'École du Futur. Mais d'abord, on ouvre notre club Actu et en première partie, les mineurs ont-ils droit à une vie privée en ligne? Tiens, on pose la question.
Et pour débattre de l'actu, aujourd'hui à nos côtés, Ridouana Bagri pour Digital et Métaverse Collège. Rebonjour à toi. Arthur Grimont-Pont, auteur de Algocratie, Vive libre à l'heure des algorithmes. Rebonjour à toi aussi Arthur. Et puis bien sûr, Guillaume Gralet du magazine Le Point est à nos côtés pour parler de toutes ces actus-là. Vous le savez, dimanche, c'était la journée des droits de l'enfant et dans la foulée de cette journée, on a vu énormément de plateformes sociales mettre à jour leurs conditions de protection des datas des mineurs. Alors c'est vrai que pendant relativement longtemps, cette question de la protection justement des mineurs en ligne et de leur vie justement sur ces réseaux sociaux a été beaucoup challengée, notamment par les gouvernements, par les régulateurs, et rien ne semblait vraiment bouger. Et puis tiens, depuis 48 heures, on voit énormément de réseaux sociaux, de plateformes sociales qui mettent à jour ces conditions d'utilisation. Meta, par exemple, grande annonce lundi 21 novembre, des tests, par exemple, pour limiter les interactions non sollicitées. C'est ce qu'ils vont essayer de mener. Typiquement, quand un adolescent ou un mineur va se connecter, on va lui demander d'être certain de connaître toutes les personnes avec lesquelles il est en lien sur Facebook notamment ou sur Instagram, dans la galaxie Meta. On va mettre aussi en place des outils pour que les adolescents puissent savoir instantanément s'ils se sentent mal à l'aise en utilisant les applications. Ils peuvent à tout moment requester de l'aide de la part de ces réseaux sociaux. Et puis, de nouveaux paramètres de confidentialité aussi qui apparaissent pour les ados sur Facebook en particulier. Partout dans le monde, les utilisateurs de moins de 16 ans, voire même de 18 ans dans certains pays, se verront attribuer par défaut des paramètres de confidentialité plus protecteurs de leur vie privée. On le voit, les plateformes essaient de montrer patte blanche en matière de protection des mineurs. Les données des mineurs sont des données encore plus sensibles que les autres, Arthur ? Les données des mineurs sont sensibles au même titre que celles des adultes, il me semble. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est de s'intéresser autant à la protection de nos données personnelles et de notre vie privée quand les plateformes dont on discute, donc ces grands réseaux sociaux, ont pour principale vocation l'affichage public de notre vie privée le plus largement si possible. Quand on s'intéresse uniquement à la protection des données personnelles, je pense qu'on manque le tableau général de l'objectif des plateformes numériques. Et si on comprend mieux cet objectif, on comprend mieux les effets qu'elles ont sur la perte de vie privée, mais pas uniquement, aussi sur tous les problèmes psychologiques et de santé mentale occasionnés pour les enfants. En un mot, si vous prenez Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram, TikTok, toutes ces plateformes ont des fonctionnalités assez distinctes, mais elles partagent exactement le même objectif, la même logique de profit, qui est de construire des audiences gigantesques de plusieurs centaines de millions ou plusieurs milliards d'utilisateurs, de capter leur attention et de convertir leur attention en revenus publicitaires. En fait, ces plateformes sont en compétition permanente pour extraire le temps d'attention des enfants et des adultes. Et ça a énormément de conséquences sur la santé mentale, sur la psychologie des enfants. Et quand on croit protéger les mineurs en protégeant uniquement leurs données privées, je pense qu'on s'en trompe assez lourdement. Oui, tu as raison, ça c'est le mécanisme de l'économie de l'attention que tu redécris ici de façon très précise et qu'on connaît bien, Guillaume, qu'on a beaucoup étudié, notamment avec certains repentis de ces plateformes, les repentis de la Silicon Valley, comme Tristan Harris par exemple, ancien ingénieur de Google, qui a monté il y a depuis quelques années son initiative qui s'appelle Center for Humane Technology, un centre, une fondation pour une technologie justement plus humaine au sens premier du terme. Oui, et on voit d'autres repentis de la Silicon Valley qui l'ont rejoint dans cette initiative, comme Azar Askin, par exemple, ou encore Guillaume Chalot, qui est un Français qui a participé à la création de l'algorithme de YouTube et qui explique qu'effectivement, c'est un peu le contrepoint, l'inconvénient de la gratuité qu'on nous promet. Eh bien, la seule manière pour ces plateformes de gagner de l'argent, c'est de nous faire rester un maximum sur elles, de prendre notre attention. Au lieu de répondre à une question précise, c'est en tout cas ce que décrit Guillaume Chalot, lorsqu'un adolescent, par exemple, va se renseigner, ou une adolescente sur des régimes amincissants, tout va être fait pour que l'adolescente reste des heures au lieu de quelques minutes avec une réponse. Il y a eu des progrès qui ont été faits et je pense qu'il y a quand même, pour répondre à ta question Marjorie, une spécificité pour les personnes mineures. Il y a effectivement tout ce qui était décrit tout de suite sur l'attraction de l'attention, ce qui peut être extrêmement dommageable. C'était très bien dit sur la santé mentale, mais il y a également tout ce qui peut être considéré comme du cyberharcèlement.
Ouais. Et là, les mineurs sont peut-être moins armés. C'était au menu d'une discussion à l'Élysée il y a quelques semaines. Absolument. Et c'est là où les mineurs sont encore plus fragiles peut-être que les adultes. Au menu de cette discussion à l'Élysée que tu citais il y a un instant, Guillaume, le Children Protection Lab, c'est un projet d'instance pour mieux protéger les mineurs en ligne. Il a été présenté à l'Élysée en marge du Paris Peace Forum le 11 novembre dernier, inauguré par le président de la République himself, aux côtés de grands moteurs de recherche et de plateformes, Meta, Microsoft, Google, TikTok, pour ne citer et aussi des ONG qui étaient présentes autour de la table, notamment e-Enfance. Justine Atlan nous en avait parlé sur ce plateau il y a quelques jours. Emmanuel Macron qui s'est même permis d'être monesté, je ne sais pas comment le dire, Elon Musk sur Twitter en direct, en tweetant cette phrase et at Elon Musk, will the bird protect our children? Est-ce que l'oiseau va protéger nos enfants? Référence évidemment à un tweet d'Elon Musk qui, en devenant tout court CEO du réseau social à l'oiseau bleu, avait dit the bird is freed. Ça y est, l'oiseau est libéré. Alors l'oiseau libéré ou pas, est-ce qu'il protège les enfants? Réponse du berger à la bergère ou de l'oiseau à l'oiselier, je ne sais pas comment le dire. Emmanuel Macron qui prend donc une réponse dans les dents de Elon Musk qui lui dit oui, on va prendre des mesures à cet égard, absolument, monsieur le président. Ouais, c'est ça, il a répondu en français. Tout à fait. Le absolument était en français, le reste était en anglais. Mais en l'occurrence, oui, ils se sont répondus sur le réseau social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que ce soit des gouvernements qui orchestrent cette protection en ligne des mineurs, Redouane. Premièrement, c'est leur job. C'est par là que tout commence. Et j'irai même plus loin, je vais faire un peu l'avocat du diable aujourd'hui. Je pense que c'est un peu trop facile d'un côté d'incriminer Facebook, TikTok, Twitter, etc. Mais aujourd'hui, si les enfants sont sur les réseaux sociaux, ça veut dire que les parents le permettent. Donc je pense que les premiers incriminés, d'abord, c'est les parents avant d'incriminer les entreprises. Ça, je pense qu'il faut aussi remettre ça dans le débat parce que à partir du moment où on donne à un enfant au collège, même en primaire, un smartphone, qu'on lui donne un accès à Internet, qu'on lui donne du réseau, qu'on lui permet d'avoir un abonnement sur Facebook, Instagram, TikTok, le premier responsable, en tout cas pour moi, c'est les parents. Après, effectivement, les réseaux sociaux ont leur part de responsabilité parce que c'est vrai que sur certains réseaux, lorsqu'il y a des signalements, ils mettent un peu de temps à les prendre en compte, ils mettent un peu de temps aussi à corriger ça, ils attendent des événements pour le mettre en place, ils attendent que l'autre réseau ait pris de l'avance et après de recopier un peu le modèle. Mais après, je pense aussi que pour les mineurs, il y a des réseaux qui sont plus dangereux que d'autres parce que ça attire plus de prédateurs parce que je pense qu'aujourd'hui, là où il y a beaucoup de mineurs, où il y a une grosse influence, il y a Snapchat et TikTok. Je pense que Snapchat part un peu dans tous les sens et c'est là où on enregistre quand même pas mal en France de plaintes de harcèlement. Pas seulement de harcèlement, il y a beaucoup de prostitution de mineurs. Là, ils en ont parlé il n'y a pas longtemps à la télé. C'est quand même très grave ce qui se passe sur Snapchat. Et je pense que ça a été... vu que c'est pas sous les projecteurs, du coup, c'est moins surveillé qu'un TikTok. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de dérives sur Snapchat que sur TikTok. Snapchat qui a annoncé d'ailleurs fin août 2022 renforcer les mesures de protection en ligne pour les mineurs, notamment sur la façon dont ces utilisateurs et utilisatrices mineurs peuvent converser avec d'autres utilisateurs du réseau pour que les parents puissent avoir justement accès, non pas aux détails des conversations, mais aux contacts avec lesquels ils sont en conversation. Bien sûr. Après, effectivement, les réseaux, ça reste juste un moyen, mais après, c'est aussi au gouvernement à mettre les moyens dans les effectifs policiers, de gendarmerie pour réguler, contrôler tout ça. Et aujourd'hui, je pense que oui, c'est un peu sous-estimé ce qui se passe en ligne, mais il se passe aujourd'hui plus de choses en ligne maintenant, limite qu'en physique. Et si le gouvernement, c'est facile d'interpeller Elon Musk, mais il faut interpeller déjà son propre gouvernement et de mettre des vrais moyens dessus, parce qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui. Et je pense que ce sujet, notamment avec Meta, ça va augmenter, les dérives vont être beaucoup plus fortes et les mineurs aujourd'hui ont plus de pouvoir qu'avant parce que l'accessibilité à Internet et au réseau, ils veulent faire comme les autres, ils veulent recopier les schémas qu'ils voient. Et si les parents ne régulent pas ça dans un premier temps, ça va être une catastrophe. Arthur, je t'interpelle sur cette question de la régulation que tu connais si bien. D'abord, il y a une grande pièce de régulation européenne qui a été votée il y a quelques mois désormais, qui s'appelle le DSA et le DMA, le Digital Single Market Act, qui nous dit tout simplement que ce qui est illégal dans la vraie vie est aussi illégal en ligne. Et puis pour revenir à ce laboratoire mis en œuvre notamment sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, l'idée, dit le président de la République, c'est de pouvoir mieux vérifier
avec les plateformes l'âge des utilisateurs, détecter et arrêter les prédateurs sexuels, identifier et traiter le harcèlement, bref, en faire un véritable laboratoire, une collaboration avec d'autres gouvernements et certains géants d'Internet. Régulation est-elle raison, Arthur ? Alors, quand on voit tous les méfaits, toutes les conséquences néfastes des plateformes sociales sur notre société, non seulement à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle de notre société, du dévoiement des démocraties, c'est bien naturel de penser à la nécessité de réguler. Les premiers réflexes qu'on a en matière de régulation, c'est d'abord de se dire il faut que je m'en protège à l'échelle individuelle, en protégeant moi-même des réseaux sociaux, en m'en désinscrivant par exemple, ou en incitant mes enfants à y passer beaucoup moins de temps et à s'en désinscrire. Je pense que c'est évidemment une initiative souhaitable, mais c'est largement insuffisant dans la mesure où si on sort soi-même des réseaux sociaux, on ne se protège pas des effets des réseaux sociaux qu'ils ont sur la société. Le dévoiement d'élections démocratiques, la désinformation, la polarisation de la société, la perte d'intelligence collective, le temps perdu immense de notre société consacré à des sujets futiles sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il faut en passer par la loi, ce qui n'est pas vraiment original, et je trouve que c'est assez paradoxal qu'on se préoccupe par exemple autant de façon démocratique du programme scolaire de nos enfants, ce qui est tout à fait logique et légitime, mais qu'on néglige totalement les règles de diffusion de l'information qui prévalent donc sur les réseaux sociaux, étant donné que dans les pays de l'OCDE, les enfants passent entre 3 et 4 fois plus de temps sur les écrans qu'en cours, ou qu'à discuter avec leurs parents, ou qu'à faire n'importe quel autre type d'activité. Donc en fait, les réseaux sociaux se sont progressivement mués en des places publiques, mais privatisées. Des places publiques parce qu'elles réunissent parfois plusieurs milliards d'utilisateurs humains issus de plusieurs sociétés humaines, mais ces places publiques opèrent uniquement suivant des règles définies par les sociétés privées, dans l'objectif unique, comme je l'ai dit tout à l'heure, de capter notre attention. Or, ce qui capte notre attention n'a aucune raison de coïncider avec notre intention profonde. Par exemple, nous n'avons pas envie de devenir addicts aux réseaux sociaux. Et alors très souvent, on a l'impression que l'addiction aux réseaux sociaux, c'est simplement un dégât collatéral des plateformes qui sinon fonctionneraient globalement bien. Mais ce n'est pas du tout un dégât collatéral, c'est leur objectif principal, c'est leur objectif premier. Je rappelle une phrase du patron de Netflix devant son actionnariat, Reed Hastings. Il a dit « Nous n'avons plus aucun concurrent sauf un, c'est le sommeil, et nous sommes en train de gagner ». Donc l'addiction, c'est vraiment l'objectif premier des plateformes, et comme toute addiction, il en ressort un très grand nombre d'effets collatéraux néfastes pour l'individu et pour la société. Donc je pense qu'il est urgent de reprendre la main démocratiquement sur ces plateformes sociales. Et en effet, le Digital Services Act, le règlement pour les services numériques en Europe, commence à mettre un peu le doigt là-dedans. Absolument. Guillaume, tu voulais réagir justement à ce que dit Arthur là. Ouais, je pense qu'Arthur a totalement raison. Le DSA va vraiment dans le bon sens. Le problème, la petite interrogation que j'ai aujourd'hui, c'est qu'effectivement, comme tu dis Marjorie, il fixe bien les règles. C'est-à-dire que ce qui est interdit dans le monde réel doit être interdit dans le monde virtuel. Mais c'est la proposition de cette pièce de régulation, en l'occurrence. Exactement. Et il veut une obligation de moyens. C'est-à-dire que les plateformes, et notamment des équipes de modération à hauteur de leurs responsabilités. Ouais. Le problème, je pense, c'est que pour les plateformes, c'est extrêmement difficile d'avoir des centaines ou des milliers de personnes qui sont responsables de la modération si elles ont encore ce modèle gratuit. Je pense que tant qu'on aura ce modèle gratuit, eh bien, on aura ces tentations des plateformes. D'ailleurs, Guillaume Chalot l'explique très bien, c'est-à-dire qu'il avait été voir ses responsables chez YouTube qui leur avaient dit nous, ok, tu as raison sur le fond, mais malheureusement, nous, on a besoin d'avoir des heures d'audience pour faire vivre le modèle YouTube, pour faire diffuser de la publicité. Je fais très vite, c'est-à-dire que je pense que je me rapprocherai plus. Alors là, c'est un petit peu différent de ce que dit Arthur, c'est-à-dire que je citerai plutôt Netflix, Amazon Prime, ou Salto par exemple en exemple, c'est-à-dire que aujourd'hui lorsqu'on va être client d'une plateforme, on choisit, on met 10, 15, 20 euros dans une plateforme. Mais si ces plateformes étaient gratuites, je pense que Netflix n'aurait pas du tout la même qualité d'offre qu'aujourd'hui. Et donc, rendre payant, ça serait à la fois un service pour nous, et puis ça serait sans doute peut-être une exigence. Ces plateformes auraient les moyens d'avoir des équipes de modération à la hauteur. Ouais, donc ce que vous nous dites, c'est que comme toujours, il faut follow the money, revenir au business model pour savoir à quel point ces plateformes et ces réseaux sociaux sont fidèles à leurs bonnes intentions de départ. Je voudrais quand même qu'on revienne sur un point aussi de débat, notamment avec toi, Ridwan.
parce que dans le laboratoire lancé notamment par Emmanuel Macron et par plusieurs plateformes et ONG il y a quelques jours, il y a cette idée de se dire qu'on peut vérifier l'âge de l'utilisateur ou de l'utilisatrice, notamment mineur sur ces plateformes. C'est un vieux serpent de mer, c'est-à-dire que depuis très longtemps, les plateformes disent « Attendez, moi, c'est du déclaratif, l'âge de l'utilisateur ou de l'utilisatrice, je ne peux pas le vérifier aussi précisément. » Et dans le même temps, on a notamment une nouvelle pièce de régulation en Californie, qui s'appelle Kids Code, qui est une loi qui a été votée fin août dernier et qui propose de renforcer la protection des mineurs, de vérifier aussi l'âge des utilisateurs et utilisatrices, oui, mais en co-créant cette nouvelle technologie avec les plateformes pour qu'elles évitent en l'occurrence de dire qu'elles n'avaient pas la technologie pour. Est-ce que finalement la meilleure façon de pouvoir faire avancer le schmilblick et la question en la matière, c'est vraiment de travailler main dans la main avec ces plateformes pour renforcer les niveaux de protection ? Alors oui et non, parce qu'il y a toujours une plateforme qui va vérifier l'âge des mineurs ou des utilisateurs. Déjà, c'est du déclaratif. Et après, il y a certaines plateformes qui l'ont déjà fait, qui demandaient des pièces d'identité à l'époque. Et c'est vrai que les sites sont basés quand même sur une expérience et ils trouvaient que dans l'expérience, ça gâchait un peu tout. Et ça mettait un taux d'abandon qui était tellement fort que du coup, ils ont voulu simplifier. Et quand vous allez sur un site où il y a des contenus interdits, ils vont vous demander est-ce que vous avez bien plus de 18 ans ? Est-ce que vous déclarez oui ? Est-ce que vous déclarez non ? Il n'y a pas de sens quand c'est un gamin de 12 ans qui va cliquer sur oui. Et on ne peut pas dire qu'il a bien lu le contenu et qu'il est responsable. Et en plus de ça, si on avec le modèle d'aujourd'hui, on arrive à demander ces données-là, voilà, je sais pas, par exemple, qu'on scanne avec notre téléphone, notre carte d'identité, etc., on donne encore plus de données qu'avant. Et bien évidemment, ces plateformes, même s'ils vont co-construire avec les États, on sait très bien ce qu'ils font avec les données. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui s'appelle le RGPD, en l'occurrence, oui, mais, qui est là pour tenter de protéger les données et la privacy des utilisateurs. Ça permet de limiter la casse, mais il y a comme une casse. On sait très bien ce qui est fait avec nos données, on sait très bien que le RGPD, effectivement, a limité beaucoup de choses et empêche beaucoup de choses. Mais étant dans le digital, tout le monde sait que le RGPD est très contourné et très controversé sur beaucoup de pratiques. Et je pense sincèrement que les plateformes, ils vont dire oui à ça, ils voudront le faire. Mais par contre, ce sera une opportunité pour eux d'avoir encore plus de données et d'avoir encore plus de pouvoir. Donc c'est pour ça que c'est un peu un cercle vertueux pour eux. Et aujourd'hui, pour les mineurs, je pense que réellement, plutôt que de vouloir travailler avec les entreprises, qui est une bonne chose, mais après je trouve quand même que, pour revenir sur le réseau TikTok, je trouve quand même que TikTok, qui est très controversé, mine de rien, nous on le voit parce qu'on l'utilise beaucoup, dès que vous faites une connerie, vous êtes vite banni, vous êtes vite bloqué. Je trouve qu'il y a un système de modération quand même, il faut le souligner, qui est plutôt performant, en tout cas sur le contenu visuel. Et il y a eu aussi des annonces de TikTok, notamment en France, en début de semaine, sur le renforcement, là aussi, de la protection, notamment avec une intervention d'e-enfance sur le réseau. Arthur, je vais te faire réagir quand même à cette question-là, parce que c'est vrai que la vérification de l'âge, c'est la sempiternelle excuse des plateformes. Est-ce que finalement l'âge d'utilisateur, c'est un peu comme l'âge du capitaine, on ne va pas s'en sortir? C'est la mauvaise façon d'aborder le problème de la protection. J'aimerais réagir à ce qui vient d'être dit sur TikTok. Donc TikTok, il faut bien se rendre compte de ce que c'est. C'est une entreprise développée par ByteDance, une entreprise chinoise. La Chine interdit à l'intérieur même de ses frontières l'utilisation de TikTok et met en ligne son homologue chinois qui s'appelle Douyin, mais qui fonctionne d'une façon qui n'a rien à voir avec ce que nous, on utilise en Occident. Donc TikTok, c'est l'application qui a le taux de croissance le plus rapide et qui est utilisée par la majorité des jeunes aujourd'hui en Occident. TikTok, c'est peut-être la machine à extraire l'attention la plus efficace qui a jamais été conçue, parce que c'est l'entreprise qui a réussi à s'insérer dans cette économie hyper concurrentielle de l'attention, du temps de cerveau disponible. TikTok, je pense que c'est extrêmement grave ce qui se passe. En fait, le gouvernement chinois a la main sur la régulation de l'algorithme de TikTok et peut totalement influencer ce qu'on y voit ou ce qu'on n'y voit pas, surtout. Donc, typiquement, il y a des exemples de censure de ce que la Chine fait subir aux Ouïghours. TikTok pourrait à terme orienter l'opinion de tout un tas de personnes sur Hong Kong ou sur Taïwan en renforçant la visibilité de profils qui sont favorables à l'annexion de Taïwan. Par exemple, simplement des personnalités occidentales qui prennent la voix pour dire « oui, mais Taïwan a toujours été chinoise », par exemple. Donc on voit que sans se positionner sur ces questions géopolitiques très complexes, le gouvernement chinois commence à avoir une mainmise sur les réseaux de diffusion de l'information auprès de plus d'1,5 milliard de personnes en Occident. C'est un peu comme si, pendant la guerre froide, Moscou avait subitement pris le contrôle de toutes les radios françaises.
Donc on peut s'intéresser au contenu TikTok et se dire qu'il y a des choses éducatives, des choses intéressantes et tout ça. Bon, pour ce qui me concerne, je ne pense pas que c'est le cas dans l'écrasante majorité des contenus. Mais je pense qu'il faut vraiment s'intéresser au tableau global, à qui profite TikTok, et en l'occurrence, c'est au gouvernement chinois. Maintenant, pour revenir à l'âge des utilisateurs, je pense qu'il y a une forme d'hypocrisie des plateformes parce que elles n'ont pas du tout besoin de demander notre âge pour le connaître. En fait, elles possèdent énormément plus de données sur nous que celles qu'on consent à leur céder en remplissant des petits formulaires. En fait, depuis 2015, donc c'est-à-dire une éternité sur le plan des progrès numériques, Facebook nous connaît déjà mieux que nos proches. Et simplement à cause de nos likes. À partir d'un certain nombre de likes, une dizaine de likes, Facebook nous connaît mieux qu'un ami éloigné, c'est-à-dire répond plus précisément à un test de personnalité qui nous concerne qu'un ami éloigné sur nous. Et à partir d'une cinquantaine de likes, Facebook fait mieux que notre époux. Donc en fait, Facebook nous connaît extrêmement bien par inférence statistique, par croisement de toutes les données qu'il possède, et encore plus si on ajoute à ça que les plateformes sociales enregistrent, par exemple, la vitesse de défilement de notre écran, voit exactement tout ce qu'on consulte, tout ce qui nous intéresse, tout ce qu'on connaît. Donc voilà, les plateformes peuvent très très bien savoir quels sont les utilisateurs. Maintenant, le Kids Code Act en Californie reste très intéressant parce qu'il emporte l'obligation pour les plateformes d'examiner si l'algorithme est nuisible. Alors il n'y a pas plus de précision que ça dans le texte. Oui, la mise en application sera pour juillet 2024. Pour l'instant, le temps de pouvoir développer justement et affiner les process de loi qui ont été votés par le Parlement et le Congrès californien. Exactement. Alors, donc, reste à voir s'il y a une interprétation maximaliste de cette loi ou minimaliste. Si c'est maximaliste, il faut se rendre compte que si on empêche à l'algorithme d'être nuisible, ça remet en cause profondément le modèle de profit des plateformes sociales. Malheureusement, il y a plus de chances qu'il y ait une interprétation plus minimaliste avec une correction à la marge des conséquences les plus visibles et les plus néfastes de l'algorithme de recommandation, en enlevant par exemple quelques contenus qui manifestement sortent de ce qu'on appelle la liberté d'expression, suivant les règles de liberté d'expression dans les pays. Allez, le leurre et l'argent du leurre. On conclut cette première partie du Club de l'Actu de cette façon-là. Ridouane, Arthur, Guillaume, évidemment, vous restez à mes côtés parce que dans un instant, on se plonge dans un autre exercice de commentaires d'actualité. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et tout de suite, c'est le Zap avec Édouard Deniau. Et vous êtes bien de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Ridouane Abagri pour Digital et Metaverse Collège, toujours en compagnie d'Arthur Grimonpont pour Algocratie, vivre libre à l'heure des algorithmes, et toujours en compagnie de Guillaume Gralet. Dans un instant, on continue à commenter l'actu, mais d'abord, Guillaume Gralet a une idée derrière la tech.
Attention, rien ne va plus, faites vos jeux ou pas d'ailleurs, parce que Guillaume, l'entreprise qui a mis le feu aux poudres du crypto crash, c'est cette plateforme FTX, donc évidemment, on entend beaucoup parler dernièrement. Oui, alors FTX, alors j'ai découvert cette plateforme en préparant cette chronique, Marjorie. Ça vient de Future Exchange, et si je t'en avais parlé il y a quelques semaines, eh bien je t'aurais décrit la deuxième place de marché de cryptoactifs au monde, une entreprise en pleine forme, qui a des super investisseurs, capable de s'offrir des pubs pour le Super Bowl, ou encore dont le fondateur, Sam Bankman-Fried, exactement, SBF, on en parlait tout à l'heure, eh bien, donne beaucoup au Parti démocrate, a décidé de faire le bien dans le monde, quelqu'un d'extrêmement intéressant, brillant, il a fait des études de maths et de physique au MIT, et patatras, en fait, ça a été très vite, on s'est rendu compte que cette entreprise s'était mise sous la protection de la loi américaine sur les faillites, la personne qui l'a remplacé, John Ray, pour essayer de sauver les meubles, eh bien, décrit une entreprise de 300 personnes dont on ne sait pas vraiment combien de personnes exactement travaillent pour la société. C'est une entreprise qui n'a pas de livre de compte. Elle explique bien qu'il y a un échec complet des contrôles de cette entreprise. Et en fait, le John Ray, c'est de quoi il parle. Il avait participé à la reprise, il avait suivi le scandale d'Enron. Bref, il compare ce qui s'est passé à une véritable catastrophe économique. Oui, c'est vrai que ça ressemble à une descente aux enfers. En tout cas, c'est ce qu'on en lit et ce qu'on en voit depuis une dizaine de jours maintenant. Oui, alors il faut attendre. Je suis assez prudent, puis j'ai pas envie de tirer sur une ambulance. Et d'hurler avec les loups, c'est bien de ta part. Ouais, non, mais les conclusions de la SEC, notamment le gendarme américain de la bourse, mais effectivement, les soupçons sont assez graves. En réalité, SBF avait une autre entreprise, Alameda Research, et ce qu'on lui reproche, encore une fois, il faudra attendre si c'est vérifié, c'est d'utiliser en partie des fonds de FTX pour les investir en bourse, c'est-à-dire de mélanger un petit peu l'argent, de jouer en réalité, de créer une monnaie et en échange d'avoir des parts, certains jetons de cette monnaie, eh bien c'est-à-dire de ne pas être très clair en fait sur la destinée de cette monnaie. En réalité, on voit il y a un risque d'écroulement, c'est ça qui est assez intéressant, un effet domino, puisqu'il y a beaucoup d'investisseurs qui avaient des parts dans FTX qui se retrouvent aujourd'hui à l'arrêt dans la planète crypto. Ce que tu décris, c'est un peu les montagnes russes finalement de la crypto. Un crypto crash, est-ce qu'il faut brûler ces wallets là maintenant tout de suite, ou au contraire il faut raison garder, se dire que peut-être que le marché va rebondir? En fait, j'ai voulu revenir un petit peu aux fondamentaux philosophique de la crypto. Et là, il y a quand même des personnalités extrêmement intéressantes, notamment un texte qui a été publié en 1988 qui s'appelle le Manifesto Crypto Manifesto Anarchisto Crypto. Voilà, anarchiste crypto. Non, c'est pas facile à dire. Pardon, crypto anarchiste. Manifesto. Alors, à ta décharge, c'est pas évident à dire. Moi-même, je pense que j'aurais savonné. Voilà. On va pas se mentir. Bon, c'est un ancien ingénieur de chez Intel, Timothy Simei, qui a introduit des bases en fait d'une nouvelle société. Une société en réalité qui respecte la confidentialité des données, l'anonymat des personnes qui le souhaitent, et surtout, on se libère de l'État. C'est un peu ce qu'on appelle effectivement une philosophie crypto-anarchiste. Et ça a été aussi rejoint dans une certaine manière par Werner Vinge, un auteur de science-fiction qui lui rêvait de s'émanciper des frontières. Ça a nourri beaucoup cette communauté crypto qui a créé des monnaies. L'idée c'était de se passer en grande partie des banques centrales et d'éviter les malversations. Lorsque j'ai rencontré Vitalik Buterin, vous savez, le co-créateur de la plateforme Ethereum, il avait un t-shirt, et sur ce t-shirt c'était une couverture du journal anglais Times qui revenait sur une énorme inflation, et tout ça pour lui c'était de la faute des banques centrales. Il était temps en fait que les internautes reprennent le contrôle de leur monnaie, de l'émission monétaire, et même puissent créer eux-mêmes des monnaies. Aujourd'hui encore, Marjorie, il y a 5000 crypto-monnaies en circulation comme le Bitcoin, le Ripple ou l'Ether. Réponse du berger à la bergère en l'occurrence avec ce crypto-crash. Les banques centrales et les gendarmes des marchés financiers ne sont pas forcément extrêmement enclins à être sympathiques avec le monde de la crypto. Ouais, alors
alors là, je me suis baladé sur le site de l'autorité des marchés financiers et elle rappelle quelques évidences, que la crypto-monnaie aujourd'hui n'est pas une monnaie, elle ne dépend, on l'a dit, d'aucune institution, ne bénéficie d'aucun cours légal dans aucun pays et n'a pas de valeur de réserve. L'AMF appelle à être très prudent sur l'utilisation des crypto-monnaies en rappelant 3 risques. D'abord, un risque d'une bulle spéculative. Le cours des crypto-monnaies, on l'a dit tout à l'heure, est très volatile. C'est ce qui fait que SBF, à un moment, avait plus de 10 milliards de dollars sur son compte. En tout cas, c'est ce qu'évaluait Forbes. Ces crypto-monnaies peuvent être sujettes à des piratages informatiques parce qu'elles sont électroniques. Et puis, surtout, elles peuvent servir à blanchir des capitaux. Donc, c'est également une opinion d'un journaliste américain qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle Andy Greenberg, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Les criminels de la crypto-monnaie, traque au cœur du dark web. C'est publié aux éditions Saint-Simon. Après, le livre d'Arthur, c'est un autre très bon livre à lire en ce moment. Il revient sur plusieurs scandales qu'on avait peut-être tendance à oublier, un peu moi aussi, parce que je trouvais ça intéressant, le monde de la crypto, notamment le site Silk Road, qui a été créé par une personne qui s'appelle Ross Ulbricht, qui se faisait surnommer Dread Pirate Roberts, ou encore Welcome to Video, c'était un site d'abus sexuels pour les enfants, donc il faut faire très attention, et qui permettait d'utiliser des bitcoins pour accéder à certains services. Le crypto laundering, est-ce que pour autant, et pourtant je croyais que jusqu'à présent la blockchain était inviolable, était totalement traçable, qu'on pouvait tout connaître de l'émetteur et du récepteur d'une transaction sur une blockchain, est-ce que là aussi il faut enterrer toute l'innovation qui va avec? Non, c'est-à-dire que la blockchain, elle est utilisée pour certaines très bonnes initiatives. J'en citais 2 très rapidement. Connecting Food, qui a été créé par des inventeurs français, soutenu par le CEA et qui veut permettre de garantir une traçabilité, notamment dans les achats des aliments. Et puis, il y a également une initiative que je trouve très intéressante qui nous vient des États-Unis, qui veut utiliser les dons en crypto-monnaie pour aider des personnes, notamment en Afrique, à avoir accès à l'eau potable. En réalité, cette blockchain s'appuie sur ce qu'on appelle le Web3. Et là, je voulais citer une dernière entreprise française, Ledger. Ariel Van Groff, qui est la vice-présidente de cette entreprise, elle explique que ce Web3 doit permettre aux créateurs de contenu de récupérer une partie de la valeur qu'ils ont eux-mêmes générée. Bref, il faut garder cette technologie intéressante qui, au contraire, ouvre et garantit un historique des transactions qui a certaines bonnes utilisations. Allez, très rapidement, réaction avec toi, Ridouane, si tu veux bien. Ces questions de crypto, on le voit, elles alimentent évidemment le feuilleton médiatique semaine après semaine. Comment est-ce qu'on peut redonner confiance quand même aux utilisateurs et utilisatrices de crypto aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a les cryptos légendaires, le Bitcoin, l'Ethereum, qui sont quand même plus vieilles, et même si elles ont beaucoup chuté, personnellement, je pense que ça va remonter. C'est un phénomène tout à fait normal de crash. C'est monté tellement vite, et parce qu'il y a un aspect justement de régulation, de forte demande et de fort intérêt par plusieurs tiers, ça fait que là, il y a un grand mouvement, mais vous allez voir, en 2023, ça va remonter assez facilement, ou peut-être en 2024, il faut laisser le temps. Mais la crypto, je pense, c'est plus une opportunité aujourd'hui pour faire grandir les flux financiers, surtout qu'on voit dans quelle bureaucratie on s'enferme, et ça donne le pouvoir aux jeunes aussi, parce que les utilisateurs de crypto, ça reste quand même essentiellement des jeunes. Quand on parle de milliardaires, avant on parlait Jeff Bezos, Bill Gates, etc. Là, on parle de quelqu'un qui est limite sorti d'études et qui pesait très lourd. Qui en l'occurrence s'est craché avec la faillite de sa plateforme. Oui, il s'est craché parce que je pense que justement il était pas bien accompagné. Il sortait du MIT, c'est plus un technicien qu'un businessman, et il n'a pas vu le truc venir, comme beaucoup d'entrepreneurs à chaque fois. Ça arrive à tout le monde de se cracher. Après, effectivement, j'ai lu les articles qui le concernaient. Il y a eu beaucoup de choses, mais je pense que la crypto et surtout la blockchain, oui, c'est une opportunité en tout cas pour le progrès, et avec tous les paradigmes que ça a changé, tout ce que ça a fait évoluer sociétalement parlant. Je pense qu'il faut continuer, mais après il faut juste réguler. Encore une fois, c'est l'État qui fait ça, parce que là c'est vrai qu'il y a eu une question sur l'anonymat des clés, crypto, et c'est vrai que c'est ça aussi qui fait bouger un peu les choses. Mais bon, connaissant le web, il y aura toujours des clés anonymes, il y aura toujours des moyens de faire ce qu'on veut, et mine de rien, ça facilite quand même pas mal
mal de choses. Après, effectivement, c'est comme tout. Enfin, blanchiment d'argent, financement de terrorisme, etc. Les banques le font aussi. Enfin, les institutions financières, il y a toujours eu des problèmes comme ça. La crypto ne va pas échapper. C'est-à-dire que dès qu'il y a des flux, dès qu'il y a des brèches dans le système, les gens rentrent dedans. Il y a du financement de l'économie fossile, mais peut-être pas forcément non plus du blanchiment d'argent. Non, mais quand je dis financement, ça veut dire des détournements, des blanchiments. C'est pour ça qu'il y a des instruments financiers. Et ils sont là pour ça, ces instruments financiers. Si on ne passe pas à la suite, jamais on pourra parler du Black Friday. Et je veux qu'on en parle parce que oui, ce vendredi fou, il arrive dès demain. La grand-messe de la conso est-elle dite? On en parle tout de suite. Alors, l'éco-responsabilité va-t-elle tuer le Black Friday? Importé en France depuis les États-Unis il y a une dizaine d'années, ce vendredi noir, ce vendredi fou, pousse à la surconsommation, notamment dans les domaines de l'électronique et de l'habillement. Écoutez ces quelques chiffres de l'ADEME. 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre sont émis chaque année par l'industrie de la mode. 9 Français sur 10 remplacent leur smartphone alors que le leur fonctionne encore. Arthur, est-ce qu'on peut rendre ce Black Friday un peu plus green ? Bon, alors, j'ai pas énormément de choses à répondre à cette question, parce que pour moi, le Black Friday est finalement que la partie émergée de l'espèce de grande fête de consumérisme de masse dans lesquelles se sont transformées les fêtes de fin d'année. Mais je me suis intéressé à demander à une intelligence artificielle ce qu'elle pensait de Black Friday. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du GPT-3. Absolument. C'est un des meilleurs générateurs de langage artificiel qui est développé par la société OpenAI. Et il y a un moyen d'accéder à son API, c'est-à-dire de lui demander de rédiger des textes suivant une consigne qu'on lui donne. Donc je lui ai demandé comme consigne, expliquer pourquoi le Black Friday est une mauvaise tradition et pourquoi il faut y mettre fin. Votre réponse devra inclure des explications écologiques, sociologiques et philosophiques. Donc GPT-3 m'a fait une courte explication et qui est assez intéressante. Le Black Friday est une mauvaise tradition car il encourage le consumérisme et le gaspillage. Il encourage les gens à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin et à jeter des articles en parfait état qu'ils pourraient continuer à utiliser. Il contribue également à la pollution et aux émissions de gaz à effet de serre, car les gens doivent se rendre dans les magasins et consomment de l'énergie pour alimenter leurs boutiques et leurs entreprises. Le Black Friday pèse également sur les ressources naturelles, car les gens consomment plus d'eau et d'électricité pour alimenter leurs boutiques et leurs entreprises et produisent plus de déchets. Enfin, le Black Friday est une mauvaise tradition, car il détourne l'attention de la véritable signification des fêtes de fin d'année, qui consiste à passer du temps en famille et entre amis, et non à dépenser de l'argent. Donc finalement, il se trouve que l'algorithme semble avoir très bien compris, tout du moins en agglomérant un corpus de textes sur le sujet, ce qu'était Black Friday et pourquoi il était néfaste. Ok, drop the mic, merci GPT-3, on a compris. Vraiment, on sonne le glas du Black Friday, avec toi et avec cette simulation par intelligence artificielle. C'est quand même aussi un gros élément de business, on ne va pas se mentir, Guillaume, notamment pour le e-commerce français. On va regarder les chiffres de la FEVAD, qui est la fédération justement du e-commerce en France. Les ventes en ligne ont bondi de 20% en moyenne depuis 2019. L'e-commerce qui touche 42 millions de Français. Comment est-ce qu'on peut aider le e-commerce peut-être à être un peu plus éco-responsable? Ils le savent, les e-commerçants, ça dépend aussi de leur futur, cette éco-responsabilité. Peut-être un développement de manière très technologique, des seconds marchés pour leurs clients, en créant peut-être un réseau social parmi leur communauté qui va permettre de se rééchanger des biens, des pulls qui n'ont pas été beaucoup mis par exemple, ou des vestes. Ça peut être intéressant. Et puis ça leur permettra peut-être de mieux connaître leurs clients. Et puis, pour souligner justement ton intervention, Oxfam France, l'ONG, propose un guide pour entrer en résistance contre le Black Friday. Vous allez pouvoir prendre conscience de l'impact de vos achats, par exemple, prolonger la vie de vos produits déjà existants ou repenser vos actes de consommation. Donc, on essaie vraiment de se mettre dans cette position d'un consommateur qui est plus que jamais acteur. Jeu de mots totalement galvaudé, mais qui marche toujours aussi bien, en tout cas sur ce plateau. Ça veut dire quoi, Ridouane, que ces questions finalement de vendredi fou, d'inflation, de pouvoir d'achat et d'éco-responsabilité dans le même temps, une sobriété qui est absolument urgente et nécessaire. On rejoue le match de la fin du monde contre la fin du mois ?
Moi, je suis fan du Black Friday. Voilà, donc... Crypto-anarchiste, là. Attention. Alors, attends, je vais m'expliquer, bien sûr. Effectivement, ça crée énormément de problèmes. Mais les problèmes qui sont générés par le Black Friday, ce n'est pas de la faute des e-commerçants ou des commerçants, que ce soit les contrefaçons, que ce soit qui doivent produire en Chine et pas en France. Enfin, on ne va pas payer pour les choix des gouvernements passés. Mais je pense que c'est plus, encore une fois, une opportunité. Enfin, on ne va pas empêcher les gens de faire du business. Et s'il y a une opportunité de plus de faire du business pour eux, bien sûr qu'ils vont le faire. Il y a encore 5 ans, il n'y avait pas autant, enfin, même 10 ans, il n'y avait pas Halloween, Black Friday, etc. Et c'est juste des événements supplémentaires pour les e-commerçants et les commerçants. Et ça stimule l'économie, effectivement. Donc ça fait du bien parce qu'on n'a plus rien en France. Donc si on commence aussi à freiner le commerce pour des raisons écologiques, je ne pense pas que ce soit juste aussi pour les gens qui essaient de vivre et survivre. Surtout qu'on voit qu'aujourd'hui, les e-commerçants, les petits e-commerçants sont en train de fleurir. Donc des petits business un peu à la proto-industrie. Et en plus de ça, moi, je pense sincèrement que l'économie de la deuxième main, elle est très forte. C'est ce qui a fait naître a donné un succès à Vinted, au Bon Coin, et je pense qu'il y aura d'autres initiatives, peut-être après sur du troc et sur des choses comme ça. Mais je pense qu'il faut pas toujours voir le côté tout noir, il faut aussi voir un peu le côté blanc qu'il peut y avoir dans ce genre d'initiative. Et je pense qu'il faut arrêter avec les discours à chaque fois, dès qu'il va y avoir une initiative, on dirait que ça va être la catastrophe écologique à cause du Black Friday. C'est pas à cause du Black Friday que, effectivement, ça favorise pas les bonnes pratiques, les bons événements derrière. Mais il faut arrêter à chaque fois, dès qu'il va y avoir un truc qui va se passer, de dire c'est la fin du monde, c'est à cause de ça que la Terre va mourir. Enfin non, je pense qu'on est dans un effet d'exagération maintenant, et que dès qu'il va y avoir une petite étincelle, ça y est, c'est lui le coupable. Donc je dis pas qu'il ne faut pas améliorer le Black Friday, mais je pense qu'il faut soutenir les commerçants, et les commerçants et les e-commerçants. Le Black Friday, c'est une initiative qui les soutient, tout simplement. Bon, alors on ne veut pas tout voir tout en noir, on veut voir tout en vert, en l'occurrence, sur ce plateau. Merci en tout cas d'avoir pris part à ce débat. Je souligne, juste pour boucler cette partie, que si vous n'êtes pas trop Black Friday, il y a aussi le Giving Tuesday qui a vu le jour en réaction justement au Black Friday il y a une dizaine d'années là aussi. Une journée pour encourager le don à la place de la surconsommation. Vous pouvez bien évidemment donner auprès de toutes les ONG qui vous tiennent à cœur et qui défendent les causes que vous avez envie de porter et d'aider. Merci messieurs pour ces débats d'actu. Ridouana Bagri, Arthur Grimont-Pont et Guillaume Gralet, évidemment, comme toujours. On se retrouve très vite pour un nouveau débat d'actu.